Normandie, nuit du 14 août 1944. La pluie s'était arrêtée depuis 1 heure, mais la nuit respirait encore la fumée et la boue. Dans une petite ferme de pierre, à l'extérieur de Saint-Lô, Marcel Lefebvre était assis près de la fenêtre, la pipe à la main, le regard perdu dans l'obscurité. Les champs qui autrefois donnaient du blé n'étaient plus que des paysages de cratères et de silence. Marcel avait 62 ans, paysan de naissance, soldat par le passé. Il avait survécu à Verdun en 1916 et était revenu sur sa terre avec des cicatrices qu'aucune charrue ne pouvait effacer. À présent, près de 3 décennies plus tard, la guerre était revenue le chercher. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Sa femme, Élise, bougeait, doucement derrière lui, posant une marmite de soupe claire sur la table. Leurs 2 filles, Jeanne et Hélène, dormaient à l'étage, près de leur petit frère Paul, âgé à peine de 14 ans. La famille avait appris à vivre sans électricité, sans radio, et parfois même sans espoir. Puis vint le son. Des moteurs métalliques, irréguliers, se rapprochant, ce n'était pas le ronronnement familier des chars Sherman alliés. Non, c'était la plainte rauque et grinçante des semi-chenillés allemands. La mâchoire de Marcel se crispa. Il regarda Élise. Aucun mot ne fut prononcé. Elle souffla la lampe, ne laissant que la lueur orangée du foyer. Quelques instants plus tard, des phares transpercèrent les fentes des volets. Un poing frappa la porte. « Aufmachen !» Marcel se leva lentement. Il ouvrit. Sous les gouttières dégoulinantes se tenait une quinzaine d'hommes en uniforme noir des soldats SS. Leurs visages étaient couverts de poussière et de fatigue. Le chef, l'Obersturmführer Klaus Reiner, était grand, blonde, les yeux vifs malgré l'épuisement. Ces hommes portaient des fusils et une mallette de cuir marquée de l'aigle nazi et des doubles runes. Reiner parlait un français impeccable. « Paysans, nous exigeons un abri. Seulement pour la nuit. Vous fournirez la nourriture, l'eau et un endroit pour mes hommes. » Le ton ne souffrait aucune discussion. Marcel s'inclina légèrement. « Bien sûr, monsieur. La grange est propre. Nous avons du cidre, du pain et de la soupe. » Reiner fixa Marcel. Il y vit de la peur, mais pas assez. Il hocha tout de même la tête. « Bien. Vous obéirez. Si vous tentez quoi que ce soit. » Il tapota le pistolet à sa ceinture. Marcel hocha à nouveau. « Nous sommes des paysans, monsieur, rien de plus. » Les SS entrèrent. Leurs bottes résonnaient sur le plancher. Élise força un sourire, leur servit du cidre et cacha ses mains tremblantes sous son tablier. Tandis que les soldats s'installaient, Marcel observa encore la mallette de cuir. Il reconnut l'insigne. Des documents du haut commandement, des rapports, des cartes, des codes, tout ce qui pouvait influencer le cours des batailles qui ravageaient encore la Normandie. Il inspira lentement. Si ces papiers atteignaient l'Allemagne, des milliers d'autres mourraient. Il se tourna vers Élise et murmura un seul mot. Résistance. Élise pâlit, mais son regard ne vacilla pas. Elle hocha doucement la tête. Depuis des mois, la ferme servait de refuge à ceux que la Gestapo traquait. Un sergent britannique blessé, 2 maquisards du Calvados et un émetteur caché sous les dalles de la cave. Si les Allemands le découvraient, toute la famille serait fusillée. Essuya ses mains terreuses sur son pantalon et feignit la soumission. Reiner observait chaque geste, chaque souffle. Il ordonna à ses hommes de se disperser. 5 dans la grange, 5 dans l'écurie, le reste dans la cuisine. L'un d'eux, un jeune soldat au visage d'enfant, regardait les murs comme s'il y cherchait un souvenir. La soupe fumait sur la table. Marcel versa dans des bols ébréchés pendant que Reiner consultait sa montre. « Vous avez de la famille ici » demanda-t-il d'un ton neutre. « Oui, » répondit Marcel. « Ma femme et mes enfants, nous travaillons la terre, rien d'autre. » Reiner esquissa un sourire ironique. « La terre, toujours la terre. Vous, les Français, vous croyez qu'elle vous protège.
Son accent faisait grincer les mots. Il retira ses gants, s'assit et but d'un trait le cidre. « Vous avez de la chance, paysan. La guerre s'éloigne, mais je ne suis pas sûr qu'elle vous oubliera. » Marcel se contenta de baisser la tête. Derrière lui, Élise glissa discrètement la clé de la cave sous un torchon. Dehors, la nuit s'épaississait. Les grenouilles coassaient dans les fossés pleins d'eau. Les Allemands parlaient bas, fatigués, presque humains. Rainer alluma une cigarette et leva les yeux vers le plafond. « Vos enfants dorment ?»« Oui, » répondit Élise d'une voix calme. « Ils sont jeunes. Ils ne comprennent pas la guerre. »« Personne ne la comprend, » murmura-t-il. Un silence tomba. Le vent fit claquer un volet. Dans le grenier, Paul s'était réveillé. Par une fente du plancher, il voyait les silhouettes noires des soldats. Ses doigts serraient un petit pistolet que le maquisard blessé lui avait confié des semaines plus tôt. Il ne savait pas encore s'il devait avoir peur ou agir. Marcel quitta la table, prétextant d'aller chercher plus de pain. Il descendit plutôt dans la cave. À la lueur d'une bougie, il souleva une dalle et découvrit la radio cachée. Les ondes grésillaient. Il régla la fréquence, murmura un message. Ici, ferme d'Argentan. 15 SS en position. Transport de documents au commandement. Demande instruction. La réponse mi-due. Temps à venir. Neutraliser les documents. Sauver la famille si possible. À l'aube, bombardement prévu. Marcel sentit son cœur se serrer. Il remonta, dissimulant la radio. Rainer l'attendait près de la porte. « Vous tardez, paysan. Le pain était au cellier, monsieur. » Rainer le dévisagea. « Vous transpirez. Avez-vous peur ? Qui ne le serait pas, quand la guerre frappe à sa porte ?» Rainer le fixa longuement, puis tourna les talons. « Dormez. Nous partirons à l'aube. » Quand tout fut silencieux, Élise rejoignit son mari. « Marcel, que disait-il ? Les Alliés vont frapper à l'aube. Nous devons empêcher ces hommes de repartir. Comment ? Nous ne sommes que 5. Nous avons la nuit et la terre. » Il laissa son regard se perdre vers le champ, où les tranchées anciennes de 1916 restaient visibles sous l'herbe. Vers minuit, les nuages se dissipèrent. La lune éclairait faiblement la cour. Marcel sortit, accompagné de Paul. Ensemble, ils retirèrent les planches d'une vieille charrette et glissèrent dessous des outils rouillés et des jerrycans de fioul. « Papa, tu crois qu'on peut y arriver ?» Nous n'avons pas le choix. Ils installèrent la charrette devant la grange, bloquant la sortie. Puis, à travers les fentes du mur, Marcel versa discrètement du fioul dans la paille. L'odeur forte se mêla à celle du fumier. À l'intérieur, les SS dormaient profondément. Le jeune soldat, au visage d'enfant, tenait une photo contre sa poitrine, une femme et un bébé. Marcel hésita. Son cœur se serra, mais il pensa aux milliers d'autres bébés, ailleurs, qui mourraient si ces papiers atteignaient Berly. Il sortit, referma la porte et murmura à Paul. « Va réveiller ta mère. Dis-lui de préparer la fuite vers la forêt. » Paul hocha la tête et disparut dans l'ombre. Marcel alluma une torche. La flamme vacilla, puis prit. Le feu gagna la paille, lentement, silencieusement, avant de s'élever en une langue dorée. Les cris éclatèrent presque aussitôt. Des silhouettes bondirent hors de la grange, des fusils à la main. Rainer apparut, le visage illuminé par les flammes. « Saboteur !» hurla-t-il. Un coup de feu déchira la nuit. Marcel tomba à genoux, le souffle court. Il vit Élise courir vers lui, mais un deuxième tir la repoussa. Paul cria. Rainer s'approcha, haletant, le pistolet tendu. « Vous n'étiez pas un simple paysan. » Marcel sourit faiblement. « Non, monsieur. Un Français. » Il tira la mèche qu'il tenait encore. Une explosion secoua la cour, projetant flammes et fumée. À l'aube, quand les avions alliés passèrent au-dessus de Saint-Lô, ils virent une ferme en ruine, et parmi les décombres, une mallette calcinée. Les documents n'atteignirent jamais l'Allemagne.
Et dans la mémoire des villageois, on raconta longtemps l'histoire des paysans qui, une nuit d'août 1944, avaient trompé la mort et défendu la France. Pour les Allemands, ce n'était qu'une ferme. Pour les villageois de Saint-Lô, c'était tout autre chose. La grange des Lefebvre servait de centre secret à la résistance depuis 1942. Sous le grenier, à foin, se trouvait une cache creusée par les partisans du coin, un espace dissimulé servant à entreposer radios, explosifs et messagers codés transmis par des courriers déguisés en laitières et en bergers. Marcel avait juré, après Verdun, de ne plus jamais combattre. Mais lorsque les Allemands incendièrent le village voisin de Tessy, il enterra sa peur avec les morts. Désormais, il était l'un des derniers liens du réseau de résistance nommé Feuille de Chêne. Cette nuit-là, il envoya Paul à la cave sous prétexte d'aller chercher du cidre. Le garçon savait ce qu'il devait faire. Sous les barils reposait un émetteur caché, alimenté par une batterie d'automobile. Il régla la fréquence sur celle de la BBC, prêt à recevoir un signal codé en provenance de Caen. Pendant ce temps, Élise et Jeanne préparaient la table. Elles versèrent du calvados, découpèrent le pain, apportèrent du fromage. Les Allemands se jetèrent dessus comme des loups, ivres de fatigue et de faim. Un soldat, à peine plus âgé que Paul, demanda de la musique. Jeanne alla chercher un vieil accordéon. Quand elle commença à jouer, ses mains tremblaient, mais la mélodie s'éleva douce, nostalgique, emplissant la pièce d'un fantôme de paix. Rainé écouta en silence, sirotant son cidre. Un léger sourire adoucit ses traits. « Vous, les Normands, dit-il, vous savez survivre à la guerre. Calme, obéissant, avisé. » Marcel s'inclina. « Nous avons eu le temps d'apprendre, monsieur. » Le capitaine SS éclata d'un rire bref. Mais ces hommes, eux, ne riaient pas. Leurs regards furetaient, méfiants comme s'ils pressentaient une ombre. L'un d'eux remarqua la boue sur les bottes de Marcel, une boue fraîche, non pas celle des champs, mais celle de la voie ferrée près de Saint-Sévère, là où un convoi allemand avait été attaqué 2 nuits plus tôt. Le soldat se pencha vers Rainer et murmura quelques mots. Le visage du capitaine se durcit aussitôt. Il se leva lentement, sa main glissant vers son ceinturon. « Paysan, où étiez-vous aujourd'hui » Marcel répondit d'une voix calme. « Je réparais les clôtures du pâturage. Montrez-moi vos mains. » Marcel leva les paumes. Elles étaient calleuses, dures comme la pierre noircie, avec des traces d'huile et de poudre sous les ongles. Le regard de Rainer s'affina. Il vit là plus qu'un simple fermier, il vit le doute, la dissimulation, peut être la trahison. Sa main se posa sur le pistolet. À ce moment précis, Élise s'avança. « Mon mari répare les tracteurs pour la commune, dit-elle d'une voix ferme. Il travaille avec de l'huile chaque jour. » Rainé hésita. Le parfum du calvados monta à nouveau, mêlé à celui du feu dans la cheminée. Ces hommes, déjà ivres, chantaient des marches allemandes à moitié fausses. Leurs voix se perdaient dans les rires et les vers qui s'entrechoquaient. Rainé soupira, abaissant lentement son arme. « Vous, les Normands, dit-il, vous êtes utiles. Nous resterons ici jusqu'à l'aube. » Lorsqu'il se détourna, le cœur de Marcel battait si fort qu'il crut que tout le monde l'entendait. Élise croisa son regard. Il venait de gagner un peu de temps, mais pas beaucoup. Quand la table fut débarrassée, Marcel prétexta d'aller soigner les bêtes. En vérité, il se glissa dans la grange. Sous le plancher, il retrouva l'entrée du compartiment secret. Il y prit une petite boîte métallique. À l'intérieur, 3 détonateurs, un revolver britannique et un vieux plan des positions allemandes. Tout était humide, mais utilisable. Il entendit des pas derrière lui. Paul. Le garçon tenait une lanterne. « Papa, le message de Caen est arrivé, » murmura-t-il. « Loup blanc arrive à minuit. » Marcel sentit son souffle se couper. Loup blanc était le nom de code du chef local du maquis. Cela signifiait qu'un agent britannique approchait pour récupérer la mallette allemande. « Écoute-moi, Paul, » dit-il gravement. « Tu dois rester ici avec ta mère. Si les Allemands découvrent quoi que ce soit, tu prends tes sœurs et tu fuis vers le bois de Briquebec. » Paul hocha la tête, les yeux brillants. « Et toi ?»« Moi, je ferai ce qu'un père doit faire. » Dehors, le vent se leva. Les nuages filaient devant la lune.
Dans la maison, les voix allemandes se firent plus fortes, plus confuses. Rainer chantait à présent, une chanson bavaroise, nostalgique, presque mélancolique. Vers minuit, un craquement retentit à l'extérieur comme une branche qui se brise. Rainer cessa de chanter. Il tourna la tête vers la fenêtre. Vous avez entendu? Ces hommes saisirent leurs armes. Marcel, dans la grange, sentit la peur grimper le long de son échine. Loup blanc était arrivé. Un claquement sec, puis un sifflement. Une pierre heurta la porte. Rainer sortit, suivi de 2 soldats. Marcel aperçut dans la nuit une ombre glisser entre les arbres. Une silhouette en manteau sombre, tenant quelque chose sous le bras. « Halt !» cria Rainer. Une détonation éclata. Le silence retomba aussitôt. Puis un gémissement. Bref, Marcel reconnut le signal. C'était lui. Il courut vers la maison. « Élise, éteins la lumière. » Tout de suite. Elle obéit sans poser de questions. La pièce plongea dans l'obscurité. On entendait au loin les cris des Allemands fouillant la cour. Jeanne tremblait. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, ma fille. Retourne à ta chambre. » Mais déjà, la porte s'ouvrait violemment. Rainer entra, furieux. Ses bottes frappèrent le sol. « Quelqu'un rôde dehors !» cria-t-il. « Qui est-ce » Marcel fit mine de s'étonner. « Peut être un voleur. Monsieur, il y en a souvent dans la région depuis le débarquement. » Rainer s'approcha, les yeux flamboyants. « Un voleur? Non, un espion. Et je crois savoir où il se cache. » Il tira brusquement sur la nappe. Un bruit métallique résonna. Une cuillère, tombée au sol, révéla un éclat argenté. Rainer se pencha, souleva le torchon. Sous la table, la clé de la cave, il la brandit. « Alors, voyons ce que vous cachez, paysan. » Marcel voulut s'interposer, mais 2 soldats le saisirent. Rainer descendit dans la cave, torche à la main. Quelques secondes plus tard, un cri de triomphe retentit. « Une radio !» hurla-t-il. « Une radio anglaise !» Les soldats frappèrent Marcel, le plaquant contre le mur. Élise cria, mais Rainer remonta, son visage tordu de colère. « Je le savais. Vous nourrissez la résistance. » Il leva le pistolet. Paul jaillit alors du couloir, tenant le revolver britannique. « Ne touchez pas à mon père. » Le tir partit. Une flamme bleue éclaira la pièce. Rainer chancela, saisi de stupeur, puis s'effondra sur la table, le sang se mêlant au cidre renversé. Le silence suivit, lourd, absolu. Des coups de feu éclatèrent. Élise saisit Paul par le bras. « Cours !» Ils s'élancèrent par la porte arrière. Jeanne et Hélène les suivirent, pieds nus dans la boue. Marcel, à demi sonné, resta un instant, le regard fixé sur Rainer étendu. Puis, il ramassa la mallette allemande. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. La maison flambait déjà. Les munitions stockées dans la grange prirent feu. Une explosion secoua la nuit, projetant flammes et étincelles jusqu'au ciel. Les fèves atteignirent la lisière du bois. Paul se retourna. La ferme brûlait comme un phare, éclairant la plaine. Des silhouettes couraient dans la lumière rouge. Des cris en allemand, des ordres confus, puis plus rien que le crépitement du feu. Marcel s'agenouilla, haletant, serrant la mallette contre lui. « Nous devons aller jusqu'à Mortain, dit-il. Là, le maquis nous trouvera. » Élise posa la main sur son épaule. « Et si on ne nous trouve pas? Alors, on continuera. Jusqu'à ce que la France soit libre. » Le vent souffla à travers les arbres, portant l'odeur du feu et du cidre brûlé. Derrière eux, leur maison disparaissait, avalée par la nuit, et dans l'ombre du bois, Marcel comprit que le masque des paysans venait de tomber. Ils n'étaient plus des fermiers, ils étaient la résistance. Vers minuit, la ferme s'était transformée en un étrange théâtre. Les bottes allemandes résonnaient sur les planches, les chops tintaient, et des rires s'élevaient à moitié forcés, à moitié désespérés. Dehors, un grondement sourd venait de la direction de Falaise, où les canons tonnaient encore. L'air sentait la terre mouillée, la fumée et le cidre chaud.
Les Lefebvre jouaient leur rôle avec une précision terrifiante. Marcel devint le vieux fermier humble et bavard, racontant des histoires de récolte et de bétail. Élise, le visage calme, versait vers après vers, feignant de ne pas comprendre les plaisanteries grossières des soldats. Jeanne chantait de vieilles chansons normandes d'une voix tremblante, tandis que Paul, agile comme un chat, allait et venait pour remplir les pichets. Chaque minute, Marcel observait. Sur la table, près du capitaine, Rainer reposait la mallette de cuir noir, ornée de l'aigle nazi et des runes de la SS. C'était l'objet le plus précieux de la pièce, et le seul qui pouvait changer le cours de la guerre. À 1h15 du matin, Paul revint du cellier, les yeux agrandis par la peur. Il avait entendu un bref message sur la fréquence de la BBC. « Les pommes sont prêtes à tomber ». C'était le signal convenu par la résistance. La phrase signifiait « éliminer le courrier ». Le courrier, c'était Rainer, et les documents dans la mallette étaient destinés à Berlin. Marcel comprit aussitôt. Il hocha imperceptiblement la tête, son esprit formant déjà un plan dans l'ombre. Il leva alors son verre et dit « Capitaine, buvons, à la paix quand elle viendra enfin ». Rainer esquissa un sourire ironique. À la paix, oui, apporté par la victoire allemande. Les hommes rirent, crièrent, trinquèrent. Les verres s'entrechoquèrent dans un vacarme joyeux. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le cidre versé par Élise n'était pas ordinaire. Elle l'avait mélangé avec un vieux calvados gardé depuis la Première Guerre. L'alcool atteignait presque 70%. Vers 2h du matin, les SS étaient morts. Deux s'étaient affaissés sur le banc, la tête lourde sur la table. Un autre, titubant, chantait une chanson paillarde sur les filles de Paris. Rainer, plus résistant, fixait toujours Marcel. « Tu es trop calme, paysan, dit-il d'une voix pâteuse. Tu caches quelque chose. » Marcel esquissa un léger sourire. « Nous cachons seulement notre peur, monsieur. » Le capitaine éclata de rire, pencha la tête en arrière et ne vit pas Jeanne glisser silencieusement derrière lui. Ses mains tremblaient, mais elle agissait vite. Elle saisit la mallette sous la chaise et la remplaça par un sac identique rempli de paille. 3 secondes, 3 battements de cœur, puis elle disparut dans l'ombre du couloir. Élise détourna aussitôt l'attention. Elle posa une assiette de fromage devant Rainer. « Goûtez, capitaine. C'est du lait de ce matin. » Rainer prit un morceau, mâcha lentement. Ses paupières s'alourdissaient. L'alcool, enfin, faisait son œuvre. Dans le grenier, Paul ouvrit discrètement le sac volé. À l'intérieur, des cartes, des ordres et un petit cylindre métallique scellé par de la cire rouge, un microfilm. Il le reconnut un nouvel artefact, comme disaient les agents anglais contenant les positions des divisions blindées encore actives au nord de la Seine. Si ces documents parvenaient à l'ennemi, la contre-offensive allemande pourrait anéantir des milliers de soldats alliés. Paul enveloppa le cylindre dans un linge et le glissa dans la poche de son pantalon. Puis, il remit le sac vide à sa place. En bas, la fête continuait à s'éteindre peu à peu. Les voix se faisaient plus lourdes, les têtes tombaient sur les bras. Seul Rainer luttait encore contre le sommeil, il fixait Élise, puis Marcel, comme s'il voyait à travers eux. « Vous n'êtes pas de simples paysans, » murmura-t-il. Marcel sentit le danger. Il s'approcha lentement. « Nous sommes seulement des survivants, capitaine. »« Comme, et vous ?» Rainer cligna des yeux, vacilla, puis s'effondra sur la table, assommé. Un silence lourd tomba dans la pièce. Seul le crépitement du feu rompait l'air. Élise posa la cruche vide. Jeanne s'appuya contre le mur, le visage blême. Marcel inspira profondément. « C'est fait, » dit-il. Il se tourna vers Paul, qui descendait les marches. « Tu as le message ?»« Oui, père. » Marcel prit la lampe et la recouvrit d'un mouchoir pour tamiser la lumière. Ensemble, ils traînèrent les corps endormis dans le coin du salon, lièrent les poignets de 2 soldats avec des cordes de foin. Ils devaient agir vite. L'aube approchait. Dans le silence pesant, on entendit au loin le grondement d'un moteur. Marcel se figea. Des phares? Non, juste le tonnerre.
Mais il savait que d'autres patrouilles pouvaient arriver à tout moment. Il appela doucement. « Paul, va au vieux puits, fais le signal, 3 coups longs, 2 courts. » Le garçon hocha la tête et disparut dans la nuit. C'était le code convenu avec la cellule voisine, celle du capitaine Morel, ancien instituteur devenu résistant. Quelques minutes plus tard, 3 silhouettes surgirent de l'obscurité. Des hommes en blouse de travail, armés de stènes anglaises. L'un d'eux salua Marcel. « Le colis est prêt. » Ils prirent la mallette, vérifièrent le contenu et glissèrent le microfilm dans un tube de métal qu'ils cachèrent sous une fausse roue de charrette. « Les Alliés doivent recevoir ça avant le lever du jour, » dit l'un des résistants. Marcel hocha la tête. « Dépêchez-vous. » Quand ils quittèrent la cour, la pluie recommençait à tomber, fine, persistante. Le ciel se teinta d'un gris d'aube. Élise referma la porte doucement. « Et maintenant » demanda-t-elle. Marcel observa les Allemands inconscients. « Nous les laissons partir quand ils se réveilleront. Ils penseront avoir été drogués. Et s'ils découvrent, alors ils ne seront plus là pour en parler. » Il sortit dans la cour, ramassa la terre mouillée dans ses mains. Il sentait le poids des années, le souvenir de Verdun, le sang déjà versé. Vers 5 heures, le vent se leva. Les premières lueurs glissèrent sur les collines. Rainer ouvrit les yeux, grognant. Sa tête tournait. Il chercha la mallette. Elle était toujours là, apparemment intacte. Il se leva en chancelant, donna des ordres à voix basse. Ses hommes, encore étourdis, obéirent. Personne ne remarqua que le sac qu'ils emportaient ne contenait plus que de la paille. Du pas de la porte, Marcel les regarda partir, silhouette droite, visage impassible. Élise se tenait près de lui, la main serrée sur son bras. Quand le dernier camion disparut derrière la haie, il ferma les yeux. Le chant d'un coq monta du vallon. « C'est fini » murmura-t-il. Jeanne posa l'accordéon sur la table, les doigts tremblants. « Père, et s'ils reviennent » Marcel lui répondit avec un faible sourire. « Alors, ma fille, nous jouerons encore. Mais cette fois, la chanson sera pour la France. » Le jour se leva sur Saint-Lô, calme et gris. Dans la grange, l'odeur du cidre et de la poudre se mêlait à celle du foin humide. Au loin, un avion passa, traçant une ligne blanche dans le ciel. Paul leva les yeux et chuchota. Les pommes sont tombées. Et, pour la première fois depuis longtemps, Marcel Lefebvre laissa échapper un rire bref, fatigué, mais libre. L'aube commençait à teinter les vitres d'une lumière pâle quand les premières explosions lointaines éclatèrent. Les Alliés bombardaient la route menant à Falaise. Le sol vibrait comme une bête blessée, chaque détonation rapprochant la guerre de la petite ferme. À l'intérieur, les soldats allemands s'éveillaient en sursaut, hébétés, la tête lourde d'alcool et de confusion. Le capitaine Klaus Rainer hurla des ordres, sa voix rauque tranchant dans le brouhaha. « Debout, enfilez vos casques. Nous partons immédiatement. Que quelqu'un prépare le camion. » Les hommes s'agitèrent, trébuchant sur les bancs renversés, ramassant leurs armes dans un chaos de bottes et de jurons. Marcel Lefebvre se tenait près de la porte, feignant la stupeur et l'ignorance. Son visage affichait la peur d'un simple paysan pris au milieu du tonnerre des armes. Élise, les mains serrées sur son châle, observait sans un mot, ses yeux sombres cachant l'orage intérieur. Rainer saisit la mallette de cuir noir, celle qu'il croyait toujours pleine de secrets stratégiques, et sortit d'un pas furieux. Mais à peine eut-il franchi le seuil qu'il s'arrêta net. Devant lui, la scène n'était plus celle qu'il avait laissée. Les pneus du camion avaient été tranchés au couteau, les jantes affaissées sur la terre humide. Les bidons d'essence, eux, gisaient renversés. Un filet de carburant formait une traînée brillante menant tout droit vers la Clarage. Grange. Là-bas, sous le foin, s'élevait un mince panache de fumée grise, presque invisible dans la brume du matin. Rainer sentit son cœur se serrer. Une alarme instinctive hurla dans son esprit. Il lâcha un juron, s'accroupit, posa la mallette au sol et l'ouvrit d'un geste brutal. De la paille, rien d'autre. Son visage se figea, puis devint d'une blancheur de cendre. Ses lèvres se crispèrent. « Vert était, traître !» rugit-il.
D'un mouvement sec, il dégaina son pistolet et fit volte-face, prêt à faire feu sur quiconque apparaîtrait dans l'encadrement de la porte. Mais il n'eut pas le temps. La grange explosa. Un souffle de feu éclata en un immense éclair orange, projetant des gerbes de flammes et de poussière. L'onde de choc jeta Rainer au sol, le visage fouetté par la chaleur. Des débris enflammés retombèrent dans la cour. Les SS, pris de panique, couraient dans tous les sens. Certains tiraient au hasard dans la fumée, d'autres hurlaient à des ordres que personne n'écoutait. Un soldat, courant vers les champs, heurta un fil tendu entre deux poteaux. Une explosion plus petite retentit, une mine artisanale, vestige des anciens dépôts de la Résistance. Le corps fut projeté dans les airs, puis retomba lourdement. Dans ce chaos, Marcel attrapa Élise par le bras. « Vite! Prends les enfants !» Par le verger. Elle hocha la tête sans répondre, et appela d'une voix ferme. « Jeanne, Paul, vite !» Les deux enfants surgirent, effrayés mais obéissants. Ils se glissèrent dehors, courant à travers les pommiers. Les balles sifflaient au-dessus de leur tête, arrachant des éclats d'écorce. Le petit Paul tenait sa sœur par la main, la tirant vers le vieux mur de pierre qui bordait le champ. Jeanne trébucha, mais il la releva aussitôt. Derrière eux, la ferme s'embrasait. Le toit s'écroulait lentement dans un vacarme de flammes. Rainer, couvert de sang et de poussière, se releva péniblement. Sa main tremblait, mais il parvint à pointer son pistolet vers Marcel. Il tituba, cherchant un angle de tir. Son regard était fou, chargé d'un mélange de rage et de désespoir. Marcel, à genoux derrière le muret, aperçut l'éclat métallique de l'arme. Il serra les dents, prêt à se relever pour détourner l'attention. Mais avant qu'il ne bouge, une silhouette se détacha du bosquet voisin. Son visage était couvert de suie et de boue, mais ses yeux brillaient d'une détermination froide. Derrière lui, une douzaine d'autres figures apparurent, armées de stènes anglaises et de carabines françaises. « Lâche ton arme, Boche, » dit le premier, la voix calme mais glaciale. Rainer pivota, stupéfait. Son regard passa de Marcel à l'homme armé, puis aux autres silhouettes qui encerclaient la cour. Il comprit, en un éclair, ce qu'il n'avait pas voulu croire. Ces gens, ces prétendus paysans, cette famille tranquille n'étaient pas des fermiers pris au hasard de la guerre. Ils étaient la résistance. Il resta immobile un instant, le pistolet encore levé. Puis, lentement, il abaissa le bras. « Vous, tous, souffla-t-il. »« Des rebelles. Des Français, » répondit sèchement Marcel. Les partisans s'approchèrent. Deux d'entre eux saisirent Rainer, le désarmèrent et le plaquèrent contre le mur. Les autres encerclèrent les SS encore valides. Quelques coups de feu éclatèrent, brefs, précis. Le silence tomba de nouveau, seulement brisé par le crépitement des flammes et les bombardements lointains. Paul, blotti contre sa sœur, regardait la scène, les yeux écarquillés. Élise posa la main sur sa tête. « Ne regarde pas, mon fils, » murmura-t-elle. Rainer fut traîné vers la grange en feu. Il trébucha, tomba à genoux. Le capitaine Morel, chef du groupe Feuille de chêne, s'approcha. « Où sont les vrais documents » demanda-t-il. Rainer cracha un peu. « De sang. Vous croyez les avoir? Vous ne savez rien. Berlin aura votre peau. » Morel le fixa longuement, puis haussa les épaules. « Berlin brûle déjà. » Il fit un signe. Deux résistants conduisirent le capitaine vers l'arrière, hors de vue. Une détonation retentit quelques secondes plus tard. Marcel détourna le regard. Il ne ressentait ni joie, ni vengeance, seulement un vide immense. La ferme où il était né, celle qu'il avait reconstruite après Verdun, n'était plus qu'un brasier. Élise posa une main sur son épaule. « Nous avons fait ce qu'il fallait. »« Oui, » répondit-il d'une voix rauque. Mais le prix, au loin, les avions alliés continuaient leur œuvre. Des colonnes de fumée montaient de la vallée, le ciel se teintait de rouge et d'or. Les partisans s'activèrent. Ils rassemblèrent les armes, récupérèrent les blessés.
L'un d'eux s'approcha de Marcel. « Les documents sont en sécurité ?» Marcel acquiesça. « Mon fils les a remis hier soir. Ils sont déjà en route vers Caen. » L'homme esquissa un sourire. « Alors, la mission est un succès. La France vous doit beaucoup, Lefebvre. » Mais Marcel ne répondit pas. Son regard restait fixé sur le champ, là où les pommiers se dressaient, calmes et indifférents. Quelques heures plus tard, le groupe quitta la ferme. Élise et les enfants marchaient derrière les résistants. En passant devant le puits, Paul s'arrêta. Au fond, il aperçut un éclat métallique, un morceau du pistolet de Rainer, tombé là pendant la fuite. Il voulut le ramasser, mais Marcel posa sa main sur son épaule. « Laisse-le, ce n'est qu'un souvenir de mort. » Ils reprirent la route, silencieux. Derrière eux, le soleil se levait sur les ruines fumantes de la maison Lefebvre. Les Allemands survivants étaient capturés ou dispersés. Dans les vergers, l'odeur du cidre brûlé se mêlait à celle de la poudre. Jeanne regarda son père. « Et maintenant ?» Marcel mit sa main sur le cœur. « Maintenant, ma fille, nous reconstruirons. Encore. Comme toujours. » Le vent du matin se leva, apportant avec lui le chant lointain d'un avion allié. Dans la lumière dorée, la terre de Normandie semblait respirer à nouveau, libre et meurtrie. Paul murmura « Les pommes sont tombées, papa. » Marcel hocha la tête, le regard perdu vers l'horizon. « Oui, mon garçon. Et cette fois, c'est la liberté qui poussera à leur place. » Quand la fumée se dissipa, la ferme n'était plus qu'une carcasse mutilée. La maison tenait encore debout, mais à moitié éventrée, ses pierres noircies par le feu. La grange, elle, n'était plus qu'un amas de poutres calcinées et de braises rougeoyantes. Dans l'air flottait une odeur de bois brûlé, de terre humide et de poudre. Les partisans se déplaçaient rapidement parmi les décombres, silencieux, efficaces. Ils ramassaient les armes abandonnées, fouillaient les poches des soldats morts et empilaient les documents récupérés. Le soleil montait lentement, révélant la scène d'un combat invisible pour quiconque passerait sur la route de Saint-Lô. Au centre de la cour, Marcel Lefebvre tenait entre ses mains la véritable mallette en cuir. Elle était lourde, couverte de boue et de suie, mais intacte. À l'intérieur se trouvaient les ordres détaillés du haut commandement de la SS, les itinéraires de repli, les positions défensives autour de falaises, et la localisation des dernières divisions blindées encore capables de se battre. Cet artefact, à la fois simple et redoutable, valait plus que n'importe quelle arme. Plus tard, ces renseignements seraient transmis à la 2e armée britannique. Ils aideraient à refermer la fameuse poche de falaise, où plus de 50 000 soldats allemands furent capturés ou tués. Ce serait une victoire majeure, saluée par les Alliés comme un tournant décisif de la guerre en France. Mais pour Marcel, aucune de ces gloires militaires n'avait de sens à cet instant. Ce qui l'importait, c'était la vie, sa terre, sa famille. Il traversa lentement la cour, son vieux manteau déchiré flottant derrière lui. Chaque pas s'enfonçait dans la boue, entre les débris fumants et les morceaux de verre. Autour de lui, les partisans chuchotaient, certains pleuraient leurs camarades tombés. Marcel ne disait rien. Ses yeux cherchaient Élise, Jeanne et Paul. Il les trouva enfin, blottis derrière le mur du verger. Élise tenait Jeanne contre elle, la main posée sur la tête de son fils. Leurs visages étaient noirs de suie, mais ils étaient vivants. Marcel sentit ses jambes fléchir. Il s'agenouilla près d'eux, incapable de parler. Paul serrait contre sa poitrine le petit poste radio, son trésor, son lien avec le monde au-delà des collines. « Papa, dit-il d'une voix haletante, ils ont parlé à la BBC. Les Alliés sont à Argentan. Les Allemands sont finis. » Marcel leva les yeux, vers l'horizon. Le ciel, d'un gris d'acier, se teintait de bleu. Il observa la grange en flammes, les champs dévastés, les arbres brûlés, puis il hocha lentement la tête. « Peut-être que maintenant, la terre pourra se reposer, » murmura-t-il. Élise posa une main sur son épaule. « Et nous aussi, Marcel, nous aussi. » Vers l'après-midi, le grondement des moteurs se fit entendre. Des jeeps alliés apparurent au bout du chemin, soulevant la poussière. Leurs drapeaux battaient au vent, marqués du rondel tricolore britannique. Les habitants du village,
encore cachés depuis la nuit, sortirent timidement de leur maison. Des femmes portaient de l'eau, des hommes levaient leurs chapeaux. Les soldats britanniques, jeunes et épuisés, entrèrent dans Saint-Lô comme dans une ville fantôme. La route principale était jonchée de ruines. Les murs criblés d'éclats, les toits effondrés. Un officier blond, le visage couvert de poussière, descendit de son véhicule. Aperçut un petit groupe de paysans rassemblés dans une cour, soignant des blessés allemands avec des linges tachés de sang. Il s'approcha, intrigué. « Who's in charge here » demanda-t-il en anglais. Marcel, qui comprenait un peu la langue grâce à ses années dans les tranchées de la Grande Guerre, leva les yeux. « Pardon, monsieur ?» L'officier répéta lentement. « Who led this operation? Who gave you orders ?» Marcel essuya ses mains couvertes de cendres, puis haussa les épaules. « Personne, monsieur. Juste des fermiers. » L'officier resta silencieux un moment. Il observa les visages des villageois, leurs vêtements brûlés, leurs mains calleuses, puis il hocha la tête, esquissant un léger sourire. « Brave people, he murmured. Very brave people. » Il fit un signe à ses hommes, et les Britanniques commencèrent à installer un poste de secours dans l'église détruite. Les partisans, eux, s'éclipsèrent discrètement. Ils savaient que la guerre n'était pas encore tout à fait terminée, même si la victoire approchait. Marcel resta dans la cour, regardant les flammes mourir lentement dans ce qu'il restait de la grange. Le vent apportait des étincelles jusque dans le verger. Chaque pommier portait encore des fruits, noircis par la fumée, mais debout. Il se souvint de la phrase entendue à la radio. « Les pommes sont prêtes à tomber. » Maintenant, elles étaient tombées. Et avec elles, un empire. Paul s'approcha, tenant toujours son poste contre lui. « Papa, tu crois qu'on pourra reconstruire la ferme ?» Marcel regarda le champ, les pierres effondrées, les poutres brisées. « Oui, dit-il doucement. Avec le temps, la terre ne meurt jamais, Paul. Elle attend seulement que l'homme lui redonne espoir. » Élise sourit faiblement. « Et toi, Marcel? Tu as encore de l'espoir ?» Il mit un moment à répondre. Ses yeux s'arrêtèrent sur les collines où, des années plus tôt, il avait combattu à Verdun. Tant de morts, tant de recommencements. Puis il soupira. « Oui, parce que vous êtes là. » Jeanne, silencieuse, regardait les soldats britanniques distribuer du pain aux enfants du village. Elle s'approcha de sa mère. « Maman, ils ont des uniformes propres, des camions, de la musique. C'est comme un autre monde. » Élise caressa ses cheveux. « Ce monde-là, ma fille, tu le connaîtras. Si Dieu veut, tu grandiras dans la paix. » Le soir, quand le soleil se coucha derrière les collines, la famille Lefebvre resta debout près du puits. Les flammes n'étaient plus que des braises. Les voix anglaises résonnaient au loin. Le calme, après tant de nuits de peur, paraissait irréel. Un soldat britannique s'approcha et tendit à Marcel une cigarette. « You've done your part, old man », dit-il en souriant. Marcel prit la cigarette, mais ne l'alluma pas. Il la fit rouler entre ses doigts, puis répondit en français. « Nous avons fait ce qu'il fallait, rien de plus. » Soldat quiesça, sans comprendre les mots, mais devinant le sens. Puis il s'éloigna, laissant la famille seule. Marcel leva enfin les yeux vers le ciel. Les premières étoiles apparaissaient, timides. Il pensa aux morts, aux résistants tombés sans nom, aux fermes détruites, aux villages rayés de la carte. Et pourtant, malgré tout, la France respirait encore. Il posa la main sur le mur du verger. La pierre était tiède, vivante. « Regarde, Élise, » dit-il doucement. « Même les pierres ont survécu. » Elle sourit, les yeux brillants. « Alors nous aussi. » Paul tourna le bouton de son poste radio. Une voix anglaise crépita dans l'air du soir. « The German forces are retreating toward the Seine. The liberation of Normandy is nearly complete. » Marcel ferma les yeux. « Entends-tu, Paul? La liberté parle déjà. » Le garçon hocha la tête, fasciné. Élise prit sa main. Jeanne posa la sienne dans celle de son père. Ensemble, ils regardèrent le ciel se teinter d'or et d'ombre. Au loin, un dernier grondement d'artillerie se perdit derrière les collines, puis le silence. La guerre, pour eux, venait enfin de s'achever.
Et dans la fraîcheur de cette nuit d'août de l'an 1944, au cœur de la Normandie meurtrie, une simple famille de paysans venait de changer le cours de l'histoire. 20 ans avaient passé, les collines de Normandie s'étaient apaisées, comme si la terre elle-même avait voulu effacer les cicatrices de la guerre. Là où jadis s'élevait la grange en flammes et la ferme éventrée, le blé poussait de nouveau, haut et doré, ondulant sous le vent. Le domaine des Lefèvre existait toujours, reconstruit pierre après pierre, planche après planche, par des mains patientes. Rien n'était tout à fait comme avant, mais la vie, obstinée, avait repris racine. Marcel Lefèvre n'était plus. Il s'était éteint 5 ans plus tôt, un matin d'hiver calme, alors que le brouillard enveloppait encore les champs. On l'avait enterré sous le grand chêne, près du puits où, jadis, il s'asseyait pour écouter le chant du vent. À ses côtés reposait Élise, son épouse, partie bien avant lui, comme si elle l'avait attendu dans le silence de la terre. Leur tombe était simple, une pierre claire gravée d'un seul mot, « Résisteur ». Ce jour-là, dans le village de Saint-Lô, la cloche de l'église résonna longuement. On célébrait le 20e anniversaire de la Libération. Dans la petite place, fleurie de drapeaux tricolores, les habitants s'étaient rassemblés. Certains portaient encore les médailles de leur père, d'autres tenaient les mains de leurs enfants. Au centre, recouverte d'un drap blanc, se dressait une plaque de bronze toute neuve. Le maire, un homme à la moustache grise, prit la parole d'une voix tremblante. « Aujourd'hui, nous rendons hommage à ceux qui ont combattu sans uniforme. » Le tissu glissa doucement, révélant l'inscription gravée « À ceux qui combattirent sans uniforme ». Aux paysans de Saint-Lô, qui firent tomber un empire avec un verre de cidre. Les mots, simples et puissants, résonnèrent dans le silence respectueux de la foule. Quelques anciens résistants baissèrent la tête, des larmes roulèrent sur des joues ridées. Une femme âgée s'avança lentement. C'était Jeanne Lefèvre. Jeanne avait vieilli avec grâce. Ses cheveux, autrefois aussi bruns que la terre de Normandie, étaient désormais d'un blanc argenté. Son regard, pourtant, n'avait rien perdu de sa clarté. À son bras marchait son frère Paul, un homme solide au visage calme. Tous deux avaient traversé le temps sans jamais oublier cette nuit d'août de l'an 1944, quand leur famille avait défié la peur. Les journalistes s'approchèrent, curieux. L'un d'eux, un jeune homme portant un carnet et une caméra suspendue au cou, lui posa la question que tous se posaient depuis longtemps. « Madame Lefèvre, est-ce vrai? Est-il vrai qu'un petit groupe de paysans a trompé les Cessay avec du cidre et des chansons ?» Jeanne esquissa un sourire discret. Ses yeux se perdirent un instant vers les champs dorés, où le vent faisait ployer les épis comme une mer tranquille. « Nous n'étions pas des héros, dit-elle doucement. Nous étions seulement fatigués d'avoir peur. » Un murmure parcourut la foule. Le journaliste resta silencieux, son stylo suspendu au-dessus du papier. Jeanne, sans s'en rendre compte, serra la main de son frère. Paul hocha lentement la tête, approuvant les mots de sa sœur. Le vent se leva soudain, léger, presque familier. Il traversa la place, fit frissonner les drapeaux et les robes et s'engouffra dans les champs voisins. Là-bas, au bord de la ferme Lefèvre, les blés s'inclinèrent comme une foule invisible. Le même murmure s'éleva ce doux chuintement que Marcel entendait jadis avant l'arrivée des beignes, les soldats allemands. C'était comme si la terre se souvenait. Chaque pierre, chaque arbre, chaque sillon semblait garder la mémoire de cette nuit où des paysans avaient tenu tête à un empire. Les collines elles-mêmes, silencieuses, semblaient écouter. Les oiseaux s'étaient tus, et dans le souffle du vent, on aurait juré entendre des voix d'autrefois, celles des hommes qui avaient creusé des tranchées, allumé des feux, caché des messages dans les barils de cidre. Paul ferma les yeux un instant. Il revit son père, sa silhouette droite dans la lumière du matin, tenant la mallette allemande couverte de poussière. Il revit sa mère, Élise, qui avait dit d'une voix ferme « Nous n'avons plus peur ». Et lui, petit garçon, courant à travers le verger avec le poste radio serré contre sa poitrine. Ses souvenirs, longtemps enfouis, remontaient comme des graines qu'on croyait mortes. Jeanne, elle aussi, se souvenait. Du rire des soldats ivres, de la grange, qui s'était embrasée, du silence après l'explosion. Elle se souvenait du regard de Rainer, cet officier allemand qui avait compris trop tard qu'il avait été trompé non par des soldats, mais par des fermiers. Tant d'années avaient passé, et pourtant, tout cela semblait encore proche,
suspendues dans l'air. Les cloches sonnèrent à nouveau. Les habitants déposèrent des gerbes de fleurs au pied de la plaque. Sur l'une d'elles, on pouvait lire « Pour ceux qui ont résisté sans armes ». Un garçon d'une dizaine d'années s'approcha timidement de Jeanne. « Madame, dit-il, mon instituteur nous a raconté votre histoire. Il a dit que vous aviez fait tomber les Allemands sans tirer un seul coup de feu. C'est vrai ?» Jeanne s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Ce n'est pas nous qui les avons fait tomber, mon petit. C'est la peur qui a cessé d'avoir du pouvoir. Quand un peuple n'a plus peur, même un empire s'écroule. » L'enfant hocha la tête, sans tout comprendre, mais avec un respect silencieux. Le soleil de l'après-midi se mit à descendre, enveloppant la place d'une lumière dorée. Les chants de la chorale du village s'élevèrent, mêlés au bruissement du vent. La Marseillaise résonna, lente et émouvante, portée par les voix d'hommes et de femmes qui, 20 ans plus tôt, avaient survécu à l'enfer. Paul regarda autour de lui. Le monde avait changé. Les tracteurs remplaçaient les chevaux, les routes s'étaient asphaltées, les enfants jouaient sans crainte. Pourtant, quelque chose demeurait, la mémoire. Cette mémoire humble, enracinée dans la terre même qu'ils avaient défendue. Au bord du champ, près du vieux chêne où reposaient leurs parents, un petit drapeau flottait dans la brise. Jeanne s'y rendit après la cérémonie. Elle posa une main sur la pierre. « Papa, murmura-t-elle, la terre a tenu. Tu peux dormir tranquille. » Paul déposa à côté d'elle un verre de cidre, clair et pétillant, comme un symbole de ce jour lointain où tout avait commencé. « Pour toi, père, » dit-il simplement. Le vent se leva de nouveau, les feuilles du chêne frémirent. Dans ce bruissement, Jeanne crut entendre une voix familière, celle de Marcel, grave et tranquille, disant « Peut être que maintenant, la terre peut se reposer. » Des larmes glissèrent sur ses joues ridées, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était la reconnaissance. La paix, enfin. Autour d'elle, le champ s'étendait à perte de vue, baigné de lumière. Les épis se balançaient lentement, comme s'ils saluaient ceux qui étaient partis. Le silence régnait, mais un silence plein, vivant, chargé d'histoire. Parce que parfois, songea Jeanne, les plus grands actes de résistance ne se gravent pas dans le fracas des armes, ni dans les pages des livres. Ils se nichent dans les gestes simples. Un regard échangé, un pain partagé, un mensonge courageux, prononcé au bon moment. Et parfois, la liberté se conquiert non par la force, mais par le refus de plier. Alors, quand le soir tomba sur Saint-Lô, le village tout entier sembla respirer d'un même souffle. Le vent porta au loin le parfum du blé, du cidre et du feu éteint. Le chant du silence veillait encore, gardien invisible d'une histoire que le temps n'effacerait jamais. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.